chers étudiants, bonjour. Donc moi, Madame Benazouz Nejiba, maître de conférence A au département de langue et littérature française de l'Université de Biskra, je vais vous présenter aujourd'hui le premier cours du module pratique communicationnelle. Ce premier cours s'intitule Théorie de la communication. Avant de le commencer, j'aimerais bien vous présenter le module en question. Donc le module est intitulé Pratique communicationnelle, destiné aux étudiants de Master 1 Sciences du langage. Il s'inscrit dans l'unité transversale avec le coefficient 1. Elle s'étale sur un volume horaire hebdomadaire d'1h30 et un volume horaire semestriel de 22h30. Elle est enseignée lors du deuxième semestre. Quant au mode d'évaluation, ce module est à 100% évaluation continue, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'examen sur table. Ce premier cours du module pratique communicationnelle, c'est fixer les objectifs suivants. D'abord, s'approprier différents schémas de communication, justifier la remise en cause du schéma de Jacobson, porter un regard réflexif sur l'acte de communiquer et enfin préciser les déterminations psychologiques, idéologiques et culturelles dans toute communication. Pour le plan du cours, donc le cours s'articule autour du plan suivant. D'abord, nous allons commencer par une introduction. On va voir ensemble le schéma de communication de Jacobson ainsi que les fonctions du langage. On va voir aussi les critiques du schéma de communication de Jacobson et le schéma de communication de Kelebrat-Orecchioni. On va voir aussi la communication chez IMS pour terminer avec les travaux de l'école de Palo Alto. Le cours se termine par une conclusion. Donc, commençons par la communication. Étymologiquement, le mot communiquer vient du mot latin communicar qui veut dire mettre en relation et faire connaître. Ce mot a connu une évolution pour avoir d'autres significations et pour désigner la communication entre les animaux et entre les machines. Face donc au progrès technologique, le terme semble avoir une multitude de significations comme la mise en relation et conversation de deux correspondants par téléphone ou par un autre moyen de télécommunication. Ou encore, exposé fait à un groupe et en particulier à une société savante dans un congrès, ou bien information écrite ou orale donnée à un groupe, à un organisme, ou bien communication à la presse. Selon le dictionnaire de linguistique de Jean Dubois, la communication est l'échange verbal entre un sujet parlant qui produit un énoncé destiné à un autre sujet parlant et un interlocuteur dont il sollicite l'écoute et ou une réponse explicite ou implicite. Donc, Roman Jacobson part de la constatation qu'il existe 6 éléments nécessaires à l'établissement d'une communication. Celle-ci donc suppose un destinateur qui produit un énoncé à destination d'un destinataire, un contexte, un message, un canal et un code. Donc, l'émetteur ou bien le destinateur, qu'il soit interlocuteur, rédacteur d'une note ou d'un article, écrivain ou concepteur d'images, encode un message à destination d'un récepteur ou bien un destinataire qui le décode. Pour le référent à l'oral est constitué d'abord de l'ensemble des êtres et des choses présentes pendant l'acte de communication. C'est des questions du référent situationnel, mais il comprend aussi l'ensemble des êtres et des choses dont il est question dans la communication, c'est-à-dire le référent textuel, ce dont parle le message. Donc le message, quant à lui, comprend l'ensemble des informations transmises, le canal et la voie matérielle qu'il emprunte. On parle ici des ondes sonores, de la parole,
papier du journal ou du livre, écran de télévision ou d'ordinateur. Et enfin, nous avons le code est le moyen grâce auquel est transmis le message. À l'oral et à l'écrit, les codes sont linguistiques. Donc pour Jacobson, la communication ne se résume pas simplement à l'échange d'informations. Pour qu'un message passe entre un locuteur, c'est-à-dire un destinateur, et un interlocuteur, un destinataire, il faut qu'il soit contextualisé. De même, ce message doit passer à travers un code commun entre deux interlocuteurs. Enfin, le message exige aussi un contact physique ou psychique entre les deux interlocuteurs pour maintenir la communication. Donc, toute communication verbale se déroule dans un environnement matériel dénommé situation d'énonciation, c'est-à-dire situation concrète de fabrication d'un énoncé, et qui se définit principalement par 4 paramètres. Nous avons l'émetteur, c'est-à-dire la personne qui produit concrètement l'énoncé, le récepteur, la personne à laquelle l'énoncé est adressé et qui est susceptible d'y répondre. Le lieu et le moment de production, c'est-à-dire l'endroit et le moment où l'énoncé est proféré. Jacobson identifie les 6 fonctions du langage à partir de son schéma de communication. Nous avons tout d'abord la fonction référentielle, appelée aussi fonction dénotative. Elle est centrée sur le référent, le « il ». Elle a pour but de donner des informations vraies, objectives, acceptées par tout le monde. C'est pourquoi certains linguistes l'appellent comme la fonction cognitive. Elle est reconnue par l'emploi de nom, groupe nominal ou un pronom tel que il, elle, il avec s, elle avec s, ceci, cela, ou bien les adjectifs possessifs sont, ça, c'est, leur et leur. Deuxièmement, nous avons la fonction émotive, appelée aussi expressive. Elle est centrée sur le destinateur, c'est-à-dire le je. Toute marque énonciative montrant la présence ou la subjectivité du destinateur, les sentiments et les émotions. L'expression des sentiments est celle de la subjectivité au moyen des interjections, exclamations, dérivations stylistiques, interjections, intonations hautes, phrase sans verbe, exploite cette fonction. En troisième lieu, nous avons la fonction conative. Cette fonction est centrée sur le destinataire, ou bien le tu. Elle est utilisée par l'émetteur pour que le récepteur agisse sur lui-même et s'influence. Elle se manifeste à l'aide des éléments verbaux orientés directement vers le destinataire, le tu. Les marques de la deuxième personne au singulier ou au pluriel, donc le tu, te, toi, le tien, vous, votre, la vôtre, ou les verbes au mode impératif remplissent cette fonction. Nous avons aussi la fonction fatigue. Cette fonction est centrée sur le canal ou le contact. Elle a pour but d'établir la communication, de la maintenir et enfin de terminer le contact physique et psychologique avec le récepteur. Nous avons l'exemple de « allô » au téléphone, « n'est-ce pas » ? « Eh bien » »,« ben » pendant une conversation, donc dans un discours. La fonction poétique, elle est centrée sur le message. Elle est représentée par tout ce qui apporte un supplément de sens au message, par le jeu de sa structure, de sa tonalité, de son rythme. Donc les jeux de mots, l'utilisation des signes, des figures de style, comme la comparaison, la métaphore, la métonymie, l'euphémisme, et ainsi de suite. Et enfin, nous avons la fonction métalinguistique. Cette fonction est centrée sur le code. Elle est représentée par tout ce qui est relatif à donner des explications sur le code utilisé, c'est-à-dire sur la langue. Dans le cas du code linguistique, c'est sûr. Donc, les reformulations, les paraphrases, les synonymes explicitant le sens des mots. Ce schéma de Jacobson semble toujours incomplet aux yeux des autres spécialistes.
Donc la notion de situation ne figure pas sur son schéma, alors qu'elle représente le lien des partenaires, c'est-à-dire l'émetteur et le récepteur, à un lieu, bien un endroit précis et à un moment, bien une époque précise. Pour sa part, sous le terme de contexte, Jacobson regroupe les trois facteurs suivants. Nous avons d'abord la situation de communication, c'est-à-dire le référent situationnel. C'est l'ensemble des êtres et des choses présents pendant l'acte de communication. Le contexte, donc tous les messages forment un tissu, un ensemble, et que quelques éléments d'un message ne peuvent avoir un sens qu'en se référant à ce qui précède et ce qui suit. Et enfin, le référent, donc ce à quoi renvoie le message, ce qu'il cherche à décrire et quand il décrit. Donc le schéma jacobsonien manque d'éléments explicatifs comme nous l'avons signalé. Il fait sujet de nombreuses critiques. L'émetteur et le récepteur donc, pourraient changer de rôle durant une seule situation de communication. Ils jouent des rôles réversibles. La théorie de l'information sur laquelle s'est appuyé Jacobson fait défaut en matière de la stationnarité, c'est-à-dire l'émetteur tout au long de la communication change et n'est pas le même en début qu'à la fin. Le destinataire n'est pas toujours ou pas seulement celui qui, matériellement, dit ou rédige le message, selon Bailon et Mignon. Et enfin, le sens est le grand absent dans ce schéma. La même réplique suscite des sens différents chez l'émetteur et chez le récepteur. Kellebrot-Olikuny, quant à elle, donc, elle parle d'un nouveau schéma de communication dans lequel elle propose donc, un émetteur, un récepteur, un référent, message et canal. Mais à ces éléments, elle a ajouté des compétences linguistiques et paralinguistiques, les compétences idéologiques et culturelles et les déterminations psychologiques. Donc, dans le processus d'encodage, elle parle de contraintes de l'univers du discours et modèles de production. Et pour le décodage, on parle des contraintes de l'univers du discours et de modèles d'interprétation. Donc, selon Kellebrot-Olikuny, la compétence linguistique et paralinguistique, il s'agit de la maîtrise de la langue sur le plan grammatical, textural, phonétique et phonologique. Le paralinguistique se constitue des gestes, des interjections, de la mimique, de la posture du corps qui viennent s'apparenter au linguistique. La compétence idéologique et culturelle, c'est l'appartenance à une société, à une communauté donnée, imprègne nos idées, nos pensées et la vision que nous avons du monde et des autres. La détermination psychologique, donc il est question de la prédisposition de l'émetteur et aussi du récepteur à communiquer avec l'autre. Les contraintes de l'univers englobent toutes sortes de bruits, d'effets, d'éléments perturbateurs relatifs au contexte de la communication qui viennent nuire à son efficacité et son efficience. Enfin, donc, au modèle de production chez l'émetteur substitue le modèle d'interprétation chez le récepteur. Ce dernier recourt à l'interprétation en fonction de ses expériences précédentes et non par rapport à celle de l'émetteur. Donc, Catherine Kellebrot-Olikuny n'a pas nié l'importance du schéma de Jacobson au sein de l'étude du langage, mais elle appelle plutôt à une linguistique de la parole, c'est-à-dire du code en fonctionnement. Pour elle, parler, ce n'est sûrement pas échanger librement des informations qui passent harmonieusement, indifférentes aux conditions concrètes de la situation d'allocution et aux propriétés spécifiques des paramètres de l'échange verbal. Donc, vu la complexité de la communication linguistique, même le schéma d'Olikuny, malgré qu'il soit plus élaboré que ceux qui l'ont précédé, reste, selon certains spécialistes, incomplet du moment qu'il ne rend pas compte de l'aspect rotatif de la communication ordinaire. Maintenant, on va voir la communication chez Dell-Eames.
Donc c'est avec Del Imes 1980 que la communication intègre sa dimension sociale. L'apport de l'ethnographie de la communication est très significatif dans la mesure où elle consiste à décrire la langue dans son milieu social. Imes a contribué à la compréhension de la communication avec l'élaboration de son modèle Speaking et l'introduction de la notion de la compétence de communication. Cette notion qui aura des répercussions importantes sur la didactique des langues. Donc le modèle Speaking est une sorte de grille d'observation et de description d'une situation de communication. Ce modèle classe les ressources verbales des différentes communautés linguistiques. Il a le mérite, il a le grand mérite aussi d'avoir étudié les pratiques langagières des différents groupes socioculturels et d'observer comment la parole fonctionne dans ces groupes. Il permet d'analyser une situation de communication en suivant l'ordre des termes anglais suivants. Setting, qui veut dire la situation physique et psychologique. Participants, ce sont les partenaires de la communication. And, ce sont les finalités de la communication. Acts, le sujet de discussion, bien la forme du message. K, ce sont les temps des participants dans la communication. Instruments, ce sont les moyens de communication, les canaux d'échange. Nous avons le langage écrit, oral ou gestuel. Normes, ce sont les normes d'interaction et les mécanismes de conversation. Exemple, les tours de parole, l'interruption et aussi la manière d'interprétation des messages vis-à-vis du milieu socio-culturel. Et enfin, nous avons genre, c'est le type de communication dans lequel sont livrés les participants à l'acte de communication. Nous arrivons maintenant aux travaux de l'école de Palo Alto. Donc, le groupe de recherche de l'école de Palo Alto a grandement contribué à la conception de la communication dans sa dimension sociale après celle de Del Imes. Pour ce groupe, tout comportement humain est une communication. Il considère le terme comportement comme synonyme de celui de communication. Les chercheurs de ce groupe envisagent donc la communication comme une relation d'interaction entre les interlocuteurs. Ils focalisent leur attention sur les rapports qu'entretiennent les interlocuteurs pendant le déroulement de la communication. L'accent est mis sur les conséquences de la communication ainsi que les comportements des individus durant donc cette communication. Donc la contribution de ce groupe est l'élaboration d'une conception pragmatique de la communication. L'équipe de recherche focalise son attention sur les effets comportementaux des interlocuteurs durant la communication, durant laquelle il y a une coexistence des messages verbaux et non verbaux et même le langage du corps. Donc selon ce groupe, tout comportement d'individu est une communication et même l'immobilité ou le silence constituent des formes de communication humaine que nous pouvons interpréter comme le refus de communication de l'un des interlocuteurs. L'autre élément intéressant chez ce groupe de recherche est la distinction entre les termes contenu et relation. Donc la communication ne se borne pas seulement à transmettre des informations, c'est-à-dire un contenu, mais provoque aussi des comportements, des relations entre les interlocuteurs d'une manière simultanée. En effet, les interlocuteurs ne transmettent pas seulement des messages, mais entretiennent des relations entre eux. Donc, toute communication est un comportement. Ce dernier définit la relation que préservent les interlocuteurs l'un pour l'autre. Donc, les chercheurs de Palo Alto développent le concept de relation symétrique et le concept de relation complémentaire. Dans le premier cas, c'est-à-dire de relation symétrique, il s'agit d'une relation d'égalité des interlocuteurs. La communication se caractérise par une minimisation de la différence. C'est le cas, par exemple, d'une communication entre amis, entre collègues.
Et pour le deuxième concept, c'est-à-dire la relation complémentaire, se caractérise par une différence entre les interlocuteurs. La communication est établie sur une maximisation de la différence. Donc les interactants ne sont pas en position d'égalité. L'un est qualifié de supérieur au haut et l'autre d'inférieur au bas. Le comportement du haut complète celui du bas. Donc, c'est la position culturelle et sociale des individus qui détermine le statut du haut et du bas. Donc, parfois, c'est l'un des partenaires qui impose sa relation de complémentarité, mais c'est aussi selon le contexte culturel et social des individus qui l'impose. Exemple, donc, la relation entre médecin-malade ou la relation entre mère et enfant. Nous arrivons maintenant à la conclusion. Donc, pour étudier la communication, il est nécessaire d'analyser la situation dans laquelle elle se réalise. Donc, la position sociologique ou psychologique de l'émetteur au moment où il parle définit le référent. Et le récepteur ne reçoit le message que s'il a une capacité d'appréhension qui est proche de celle du destinataire. Supposons un échange comme suit. Un homme fait des compliments à une femme dans une soirée. Donc l'homme, les hommes invités à cette soirée ont de la chance parce qu'ils se voient une telle beauté. La femme répond, oui, le décor du salon et l'organisation sont magnifiques. La femme reçoit le mot les hommes en tant que les gens. L'appréhension paralinguistique du récepteur empêche le fonctionnement et le succès de la communication. Bien sûr, à moins qu'il ne s'agisse d'un malentendu volontaire. Donc, sur ce, je m'arrête et je vous remercie infiniment de votre attention.